Bonjour, voilà, j'aimerais que tu me racontes quel a été ton premier contact avec la CGT. Mais mon premier contact avec la CGT, évidemment, c'est quand je suis rentré à Source-Perrier. Hein. Alors, sitôt que je suis rentré, bon, j'ai adhéré à la CGT, mais sans quand même être militant, tu vois. Puis bon, il y avait un syndicat qui partait un peu en brioche, et avec une poignée de collègues, on a essayé un peu de remettre ça sur pied. Et c'est là que j'ai démarré ma carrière de militant, carrément. Alors, il y avait un congrès à Émarge, où ceux qui ne voulaient pas le renouveau avaient saboté parce qu'on avait retrouvé les convocations dans la poubelle. Et en fait, on s'est quand même retrouvé une quarantaine à Émarge avec, il y avait un nommé Francini qui était secrétaire de l'union départementale, qui nous drivait un peu parce qu'on était vraiment des débutants, quoi. Et c'est là que pour la première fois, on m'a nommé secrétaire général du syndicat. Et c'est là qu'a démarré ma carrière. Et à l'époque, tu avais choisi la CGT, pourquoi? Bien parce que c'était, à mes yeux, c'était le seul syndicat de classe et de masse qu'il fallait. Parce que bon, il n'y avait pas grand-chose dans l'usine, il y avait Force ouvrière et la CFTC, qui n'était pas encore la CFDT, ils sont venus après. Parce que ça a été à partir de 1964 que la CFTC est devenue d'abord CFTC, CFDT, puis après ils ont abandonné le cycle quelques temps après. Puis bon, puis de ça, c'était des gens qui... moi, personnellement, je trouvais qu'ils avaient des positions réformistes. Et moi, bon, j'avais été habitué dans une famille de gens de gauche qui, sans être des grands syndicalistes, étaient quand même des gens qui s'étaient toujours battus pour la classe ouvrière. Et je me voyais mal dans ces syndicats. Mais voilà pourquoi je me suis retrouvé à la tête de la CGT Source-Perrier, avec une poignée de collègues, et on est parti de là. Voilà. Et vous avez changé de direction syndicale, pourquoi? Bien parce que les autres ne faisaient rien. Et dans l'entreprise, ça a dû être compliqué quand même, parce que du jour au lendemain, changer de direction syndicale... Écoutez, c'est pas difficile. La première fois, la première fois que je me suis présenté aux élections, il y avait quand même un mouvement qui était en notre faveur, mais il y avait aussi les opposants. Et je ne sais pas, j'ai dû avoir une cinquantaine de coups de crayon. C'est-à-dire des gens qui m'avaient barré. Qui avaient barré. Oui, et puis bon, je suis appris par la suite qu'il avait regretté. Mais enfin, au début, c'était comme ça. C'était en quelle année? Ça devait être en 64 ou 65. D'après ce que tu écris. Et à l'époque, il y avait combien d'adhérents quand tu as repris le syndicat? Une cinquantaine. Une cinquantaine, avec combien de salariés? À cette époque, on n'était pas encore 1500, mais on fait bien 900 salariés à cette époque. Ah oui. Et est-ce que les autres syndicats avaient beaucoup d'influence au moment où tu es venu à la tête? Non. Ils existaient, c'est... Il y avait un peu la CFTC qui avait un peu d'influence parce qu'ils avaient mené ensemble une grève en 1957 qui d'ailleurs s'était terminée par un désastre. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le machin. Oui. Mais ils avaient encore un peu d'influence, mais au fur et à mesure que nous, on est rentré dans le coup, progressivement, ils ont perdu. Et à la fin, quand je suis parti, bon, ils existaient, mais aux élections, on avait quand même 85% des voix pour nous. Hein. Et Force ouvrière, ils ont fini plus cher sur la paille. 20 mois, seulement avec des histoires comme ça. Lazare, j'étais leur secrétaire, il avait 20 mois et il a trouvé le moyen d'être encore président des ACDIG Languedoc-Roussillon. Et il avait 20 mois des ouvriers dans sa boîte. Excuse-moi, mais tu expliques dans ton document que le syndicat se crée en juin 1936, CGT. Hein, ah, mais moi, j'étais pas moi, j'avais 4 ans. Je sais. Mais tu expliques à ce moment-là, quand tu reprends la période où tu reprends le syndicat, que la CGT est moribonde et mal dirigée. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par cela? C'est la question qu'on essaie de te poser à l'époque. Cela veut dire que face à la direction, les gens n'étaient pas assez fermes, les responsables syndicaux. Ils étaient vraiment, quand c'était moribonde, ils étaient 2 ou 3 qui ne faisaient rien. Ils faisaient rien. D'ailleurs, le problème aussi, c'est qu'il y avait quand même une grève en 57 qui avait tourné au désastre pour les syndicats. Hein.
il y avait eu des licenciements, il y avait eu des gens qui étaient restés sur le carreau. Alors bon, les gens se méfiaient. Et le syndicat, il faisait ce qu'il pouvait, mais ils n'avaient pas assez d'influence. Hein. Moi, je me souviens, là où tout a éclaté, c'est qu'une année au mois de mai, c'était une époque où on n'avait pas, les jours fériés n'étaient pas payés encore. Oui. Il y avait eu une paie au mois de mai qui avait été désastreuse. Hein. Alors les gens mécontents, il y avait eu un mouvement et ils avaient décidé de faire une grève. Hein. Et 2 heures avant que la grève soit déclenchée, les délégués étaient passés pour dire que la grève était annulée, etc. Alors là, on avait été quelques-uns, qu'on avait réagi, on avait dit c'est pas pensable. Quand on est un syndicat de classe, on ne fait pas ça. Quand on décide de faire une grève, on l'a fait. Et c'était de là que c'était parti. Voilà pourquoi on me disait que le syndicat était moribond et mal dirigé. Et moi, quand celui que j'ai remplacé, qui s'appelait de l'Estrada, il était adjoint au maire des Margues. Quand je l'ai remplacé, je voulais peut-être raconter, mais quand j'ai voulu aller, parce qu'il faut, pour être agréé par là, il faut un mandat, quand on porte à la direction. Quand j'ai voulu porter le mandat, il a refusé de me donner le tampon. Il a fallu que j'aille le chercher à sa maison à Émargues, là-bas devant sa femme, qu'il faire une scène, pour pouvoir récupérer le cachet du syndicat. Voilà pourquoi on disait que c'était vraiment mal dirigé. Est-ce qu'ils avaient, par rapport au patron de l'époque, est-ce qu'ils avaient un comportement de compromission? À mon avis, oui. Mais c'était un peu... Le patron leur laissait faire ce qu'il voulait au travers du comité d'entreprise. C'est-à-dire que pour les œuvres sociales, tout ça, il n'y avait pas tellement de problèmes. Quoique quand même, le comité d'entreprise, ils avaient quand même un œil dessus parce que c'était le chef du personnel qui était le trésorier. Ça a failli un jour tourner au vinaigre parce que une année, ce chef de personnel il avait pris des libertés avec le chef du comité. Et il y a eu, c'était le moment où il y a eu les histoires de l'OS. Et quand il y a eu la grève, ce chef du personnel, il s'est permis de boycotter l'après-midi les gens de l'équipe A, il les empêchait de travailler. Je veux dire, le lendemain, il a fait ses valises. Le directeur l'a complètement licencié. Mais au niveau du comité d'entreprise, il y avait quand même une certaine liberté. Et les gens qui étaient, les principaux qui étaient au syndicat, ils s'étaient lancés dans le comité d'entreprise et tout ce qui était revendicatif, syndicat et tout ça, bon, il y avait des délégués, mais personne ne posait jamais de questions ni rien. C'était vraiment un désert, quoi. Oui, les problèmes sur la gestion d'entreprise, les profits, tout ça, non, tout ça, on n'en parlait pas. Voilà. Et à ce moment-là, comment vous avez fait pour relancer l'activité syndicale de l'entreprise? Eh bien, il y a que... on a retroussé nos manches, on a essayé de trouver des gens qui accepteraient. Heureusement qu'on a été une poignée, qu'on était quand même des gens sur des positions de classe. Bon, on faisait beaucoup d'informations, des papiers, et on essayait d'essayer un peu de redonner confiance aux gens. Et bon, pour que cette confiance arrive, il a fallu cette histoire de licenciement d'un délégué, où pendant la réunion, on s'est accroché avec le chef du personnel, il a dit, vous employez des méthodes nazies. Et ce chef du personnel, c'était un ancien déporté. Alors, il m'a foutu compte, et ma femme pour vous le dire, hein, il y a un huissier à 10h du soir qui est venu me notifier ma demande de licenciement chez moi, à Marciarges. Alors bon, il y a eu quand même ça s'est su, il y a eu quand même des réactions, il y a eu quand même des grèves, et à force par l'action, quoi. Quand ça a été le moment de l'inspecteur du travail de trancher, il a tranché à ma faveur. C'est-à-dire qu'il a refusé le licenciement. Et c'est là que je suis rentré et que les collègues m'ont porté sur leurs épaules et chantaient l'international. Et à partir de là, l'image des délégués qui laissaient faire a commencé à s'estomper. Et la confiance est revenue progressivement. Voilà comment c'est parti.
Donc ça a été la première lutte gagnante dans l'entreprise. Oui, ça a été un peu le détonateur. Ça a été un peu le détonateur par rapport à la confiance que les gens pouvaient avoir dans les syndicats. Ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient restés sur cette fameux échec de 57, où il y avait eu une douzaine de personnes qui étaient restées sur le carreau, dont des délégués. Et là, il s'est dit, finalement, il avait été mis à la porte. Et finalement, il s'était rendu compte que, bon, quand il y avait quand même des réactions, ben, la direction n'était pas toujours gagnante. Et c'est de là qu'est partie la confiance, et puis progressivement, évidemment, c'est pas venu seul. Hein. Et donc, vous avez, à travers l'activité de la section syndicale, vous avez commencé à regarder un ensemble de problèmes. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et petit à petit, vous avez fait un cahier revendicatif. Oui. Oui, on faisait un cahier de revendication. D'ailleurs, tous les, la consigne, c'était que tous les délégués du personnel, ils avaient tout un carnet, et tout ce que les gens, les désirs des gens, ils l'ont noté. Bon, on faisait des réunions, on retenait pas tout, mais en fait, ce qui nous paraissait le plus important, ça nous servait, les cahiers de revendication étaient faits en fonction de ce que pensait le personnel. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'on a démarré. L'autre fois, je crois que tu nous avais parlé d'actions assez innovantes avec le statut des saisonniers, tel que la lutte vous l'avez menée. Tu pourrais nous raconter un petit peu ce que ça voulait dire par rapport à... Mais le statut des saisonniers, il fallait dire que les saisonniers, ils venaient travailler 3-4 mois, payés, quelquefois plus, quelquefois moins. Ils n'avaient aucun mois. Moi, je me souviens qu'au début que j'étais saisonnier, pour la petite histoire, quand il y avait des cartes qui venaient de personnel, les saisonniers n'avaient pas le droit. On était obligé de venir en mobilette, même quand il pleuvait. Et quand il pleuvait, il y avait le grand directeur qui nous attendait en bas et qu'on se faisait engueuler parce qu'on avait pris le carte qu'il pleuvait. On était obligé de venir en mobilette. Donc, il n'y avait aucun droit, pas droit aux jours fériés, rien du tout. Une discrimination terrible. Ouais, alors, bon, nous, on ne l'avait pas toléré. Et progressivement, on avait fait admettre que les saisonniers, ils avaient le même droit que les titulaires, c'est-à-dire qu'ils étaient payés pareil, qu'en cumulant leurs mois de saisonniers, ils pouvaient acquérir de l'ancienneté, que cette ancienneté servirait, étant donné qu'ils titularisaient en fonction de l'ancienneté, si jamais il y avait des titularisations, et finalement, ils ont le droit au congé, ils ont le droit aux jours fériés, comme les autres. Hein. Voilà. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile auprès des titulaires de faire admettre cela? Par quelques abrutis qui peut-être étaient jaloux. Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Moi, je me souviens bien que quand dans ces histoires de car, mais ça c'est secondaire, ça. Parce que quand on prenait le car, des fois on prenait des places assises. Hein. Il y avait des gens qui étaient droits et pour péter parce que les saisonniers étaient assis et qu'ils étaient droits. Ah oui, c'est comme les noirs et blancs dans les États sudistes aux États-Unis. Non, mais enfin, ça c'était. La lutte de Rosa Parks, c'est la même histoire, quoi. Oui. Ça démontrait quand même qu'il y avait un peu de. Mais puis ça s'est estompé. Après, quand même, les gens l'ont compris. Donc finalement, ceux qui venaient faire du travail saisonnier pouvaient revenir une année ou 2 années. Là, on a eu quelques problèmes avec notre fédération parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'ils nous accusaient pratiquement de gérer la précarité. Mais nous, ce n'est pas la précarité qu'on gérait, c'est une réalité qu'on gérait. C'est-à-dire que les saisonniers à Perrier, c'était une réalité depuis des années. Chaque année, ils prenaient des gens pour renforcer parce qu'il y avait davantage de commandes, etc. Donc, on prenait en compte une réalité. Et eux, ils n'arrivaient pas à le comprendre. On se faisait critiquer, en disant avec votre statut de saisonnier, vous gérez la précarité. Non, nous, on gère la réalité, pas la précarité. Voilà pourquoi on avait fait ce statut de saisonnier. Vous étiez même précurseur par rapport à aujourd'hui. C'est un vieux problème, aujourd'hui, ça. on se bat pour les saisonniers. Avec Nestlé, il n'y a plus ce statut. Ils l'ont supprimé. Hein. Oui, parce que finalement, alors, il pouvait y avoir des saisonniers qui venaient plusieurs années durant, comme ça, et ils ont accumulé du temps. Et... Oui. Alors, quand tu as accumulé du temps, bon, la ancienneté commençait à 3 ans, 3% de plus. Ceux qui accumulaient plus de 3 ans, plus de 3 mois à plusieurs saisons, ils avaient 3%. Ah oui, d'accord. Et quand
Et quand ils arrivent, enfin, ça n'est jamais arrivé parce que quand même en 6 ans, ça faisait beaucoup. Oui. Mais quand ils arrivaient au moment de titularisation, on avait fait admettre le principe que les gens qui venaient depuis X temps comme saisonniers, c'était normal que s'il y avait le personnel titulaire était renforcé, que ce soit ces gens qui venaient depuis des années qui soient pris en priorité. Donc la priorité se faisait en fonction de l'ancienneté. Donc c'était important d'avoir ce statut. Et ça a commencé avant 68, cette lutte? Ah non, après. C'est après 68. Ouais, c'est après 68 ça. D'accord. Mais il y avait une vieille racine quand même à Perrier, puisque si mes souvenirs sont exacts, Perrier, ça a été un peu la transition entre le monde agricole et industriel. Il y en avait beaucoup des salariés qui avaient leurs petits lopins de terre, leurs vignes, et qui continuaient à l'exploiter. C'était un monde qui était en train de changer. Ça c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, il y avait des gens, à partir du moment qu'on travaillait, à l'usine, on travaillait, bon, il y avait l'équipe de jour, les bureaux et tout, mais il y avait, on travaillait en équipe, on travaillait le matin, là. Alors au début, on travaillait de 4h30 à 13h, et de 13h à 9h30, et samedi y compris. Hein. C'était ça au début. Alors il y avait beaucoup qui avaient des gens qui avaient des petites propriétés, qui avaient des vignes. Bon, ils étaient rentrés à Perrier et l'après-midi, ils allaient travailler aux vignes. Et est-ce que c'est un lien avec le fait que sur les tracts, il y a la croix occitane? Est-ce que c'est ce lien-là par rapport à la terre ou ça Non, non, la croix occitane, ça vient de la fois qu'il y a eu ce grand mouvement de viticulteurs en 1976, là, quand il y a eu l'affaire de Montredon. Nous, on a participé aux grandes manifestations qu'il y avait à Montpellier. Bon, mais tout le monde n'était pas d'accord, il faut reconnaître. Hein. Enfin, et à partir de là, bon, on a pensé que il y avait quand même une lutte régionale. Hein. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y avait des problèmes dans la viticulture, mais il commençait à y avoir des problèmes dans les usines et tout. Pour nous, on avait participé. Hein. Et c'est cette fois-là qu'on a décidé de travailler et vivre au pays qui est sur le machin avec la croix occitane. Voilà, et quand on est allé manifester à Montpellier avec notre banderole, on avait notre banderole avec travailler et vivre au pays, la croix occitane, pas que tout le monde se demandait. On était un peu des précurseurs. Décider au pays aussi. Et décider au pays, il y avait après la revendication. Et vous avez continué à mettre toujours la croix et le sigle CGT. Ça a continué tout le temps. Oui. Encore aujourd'hui? Oui, sur la banderole du syndicat. Je pense qu'ils vont le laisser quand même maintenant. Et s'il avait levé, oh, j'aurais sorti de ma réserve. Hein. Mais 68, ça a été un grand moment. À Perrier aussi, comme partout dans bien des entreprises en France. Oui, c'était un très, très grand moment. Et à l'intersyndicale, d'après ce que j'ai lu. Oui, intersyndical. Voilà. Tu dis que la CFDT est un partenaire loyal. Ah oui. Oui. Comment tu peux nous le dire par certains il faut dire aspects concrets? Au début, quand on a voulu occuper l'usine, ils n'étaient pas tellement chauds. Ça leur faisait rien de partir en grève, mais occuper l'usine, ils ne voulaient pas. Alors nous, étant donné qu'on avait quand même la majorité et qu'il y a des gens qui étaient décidés, on a pris des chaînes, on avait fermé la porte, on est passé les bureaux en disant tout le monde s'en va. Et quand ils ont vu ça, la CFDT, ils se sont ralliés. Ils n'ont pas été, au départ, ils n'ont pas été partisans de l'appel, mais une fois qu'on y a été, ils se sont ralliés. Et alors c'est là qu'on a fait un comité de grève intersyndical, mais qu'on a élargi quand même. On a pris aussi des gens qui n'étaient pas syndiqués. Et donc moi, le comité de grève, pour gérer une grève, il fallait, étant donné qu'on occupait l'usine, il fallait assurer la sécurité, il fallait, puis après il y avait des problèmes de distance, il fallait aller en chercher à Frontignan pour que les gens puissent venir. Et de garde aussi, nuit et jour. Et de garde. Et de garde nuit et jour. Bien sûr, dont il fallait des équipes qui on est resté tout le temps là. Donc il n'y a que FO qui est resté tout à fait... Non, après FO, au bout de 3 jours, ils ont voulu venir. Et quand on leur a dit, voilà, Force ouvrière va se rallier au mouvement, il y a eu un tollé et les gens n'ont pas voulu.
compte tenu de ce qui Alors la s'est seule passé. chose qu'on a accepté, c'est que alors dans leur panneau, qu'ils mettent une affiche comme quoi ils soutenaient la grève, mais enfin, ils ne participaient pas. Et quand on a amené l'employeur à négocier, qu'il est venu à la mairie de Vergès pour négocier, nous on a dit ne participe à la négociation que ceux qui ont été à la grève, c'est-à-dire la CGT et la CFDT. La CGC, les cadres et forces ouvrières, et le patron a dit bon, c'est d'accord. Il a discuté rien qu'avec nous, rien qu'avec ceux qui avaient été en grève. Oui, mais c'était un peu, je dirais pas un règlement de compte, mais vu ce qui s'était passé les années d'avant. La position de FO, auparavant, toujours du côté du manche. Et vous ne voulez pas comprendre, vous voulez Non, pas mais tout comprendre à les fait gens comme d'accord. ça dans les Absolument. négociations, C'était alors qu'ils ce n'étaient qui même s'était pas. passé avant, Ils qui étaient même pas. venait, hein. C'était juste pour lancer pour la grève, mais au départ ils n'y étaient pas. Voilà. On a dit non, non. Nous, on est allé, on rappelle que bon, ça s'est fait en 2 fois. Il y a eu une première négociation, bon, puis on est retourné devant les gens, on a dit voilà ce que la direction nous propose, ça n'allait pas. On a fait une deuxième manifestation, on est retourné de nouveau à Vergès, là on a fait une manifestation, c'est-à-dire on est allé à pied, de Perrier jusqu'à Vergès. D'ailleurs, il doit y avoir des photos encore quelque part. Et à la deuxième négociation, bon, évidemment, on a obtenu un peu plus. Et quand on est revenu, bon, ça ne satisfaisait pas non plus totalement. Parce que les gens attendaient mon et merveille. En fait, on avait quand même quelques bonnes avancées, en bien expliquant. Finalement, bon, on a accepté de reprendre le travail. Effectivement, il y a toujours une partie qui veut aller toujours plus loin, qu'à un moment oui, donné, ça, c'est sûr. il faut, voilà. Ça, c'est sûr que dans tout le mouvement, il y a toujours des jusqu'au boutistes. Hein. Mais justement, le rôle du syndicaliste, celui qui est sérieux, il faut mesurer les avancées, et se rendre compte de ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller, ce dans lequel on peut s'engouffrer pour faire. D'ailleurs, en 68, bon, les gens ne parlaient pas encore, mais nous, on avait obtenu 1 an de réduction de la retraite, c'est-à-dire de 65 à 64 ans. Oui. Mais avec la promesse que c'était une première étape. Hein. Et progressivement, avant que la décision soit prise sur le plan national, nous, à Perrier, on était à la retraite à 60 ans. En quelle année? 77. 77. Voilà. Ouais. Bien avant que le gouvernement le décide. Hein. Il y a eu aussi toutes les périodes où vous avez négocié la réduction du temps de travail, où là vous avez été vraiment précurseur chez Perrier. Il faut dire qu'on l'a négocié aussi en faisant des compromis. Parce que si en disant brusquement passer de 48 heures à 40 heures, bon, d'un coup, nous, ça on l'a compris. Alors on l'a fait progressivement. Alors on a commencé, bon, 1 heure, puis 2 heures, puis jusqu'à ce qu'on arrive à... Même à un moment donné, on était en déséquilibre entre les bureaux et l'usine. L'usine, ça allait un peu plus vite, les bureaux un peu plus doucement. Mais ça, il fallait l'expliquer aux gens. Hein. Et enfin, à partir du moment que c'était une ligne qui allait tout le temps vers ce qui était positif, c'est comme ça qu'on faisait avancer les choses. Hein. C'est-à-dire que, là je te rejoins, c'est vrai que dans des périodes comme ça, tu es toujours des jusqu'au-boutistes, hein. Des gens qui voulaient avoir tout d'un coup. Mais l'essentiel, c'est que les choses avancent et derrière de continuer de pousser pour que ça puisse aller plus loin. C'est comme ça qu'on fait avancer. Avec l'accord de tout le monde. On va juste le plus loin possible avec l'accord de tout le monde. Ouais. Et après, on continue, bien sûr. Voilà. Justement, donc à partir de ces avancées que vous avez obtenues, même des fois avant tout le monde, disons, est-ce que la CGT s'est renforcée par rapport à ces résultats revendicatifs? C'est renforcé, ça dépend de ce qu'on appelle se renforcer. Hein. Se renforcer En syndiqué. en syndiqué, oui. En fait, c'est pas aussi spectaculaire ce qu'on aurait souhaité, ça, je dois le reconnaître, moi. Donc, on est arrivé jusqu'à 500, non, hein? Plus. Et Plus. 600. 652. Oui, alors, Sur combien de salariés? Salariés, ça a logique, ça. Il y avait 2000 temps plein et plus les saisonniers.
Ça faisait un taux de syndicalisation significatif. Oui. Si on regardait par rapport aux autres, c'était pas mauvais. Mais, On aurait voulu qu'il y en ait davantage, mais c'est sûr. Mais par contre, alors, aux élections professionnelles, là, il y avait une série que c'était... 90. Hein 90. 90%, c'est facile. Hein. et Alors donc- que ce soit au comité, que ce soit au délégué du personnel, que ça donne, c'est quand même une forme de confiance des gens. Là. oui, mais est-ce que vous aviez, comment dire, comme souci de poser l'adhésion, de dire aux travailleurs, si vous, bon, c'est bien beau, vous nous faites confiance aux élections Jamais, professionnelles. Ouais. jamais on ne l'a pas fait ça. Ah, Jamais on n'a pas fait ni d'opération carte en main, ni se mettre devant la porte en disant tu prends ta carte, ni rien. Non, on laissait les choses se dérouler. Bon, ça n'empêchait pas dans les discussions en tête à tête d'en parler avec les gens, parce qu'en expliquant. Mais jamais on a fait de... Bon, évidemment, quand on faisait une traque à la fin, on mettait à adhérer, enfin, mais jamais on n'a pas fait le forcing. pas de campagne véritablement. Non. Jamais on n'a pas fait de véritable campagne d'adhésion. On À laissait- organiser. Ouais. Et en règle générale, quand on fait comme ça, on a toujours des syndiqués qui sont beaucoup plus solides que quand on les raccroche, hein, comme ça, juste pour... Qui bien souvent, il y en a qui prennent la carte pour te faire plaisir, mais qui ne sont pas convaincus que ce soit... C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup mieux, enfin pour nous, c'était beaucoup mieux de faire comme ça, plutôt que de faire des opérations carte en main, comme on nous conseillait de faire à l'époque. Hein. Et dans le syndicat, est-ce qu'il y avait de la formation syndicale pour essayer d'expliquer aux nouveaux camarades comment la CGT fonctionnait? Non. Non. Jamais. Bon, on a eu fait des stages syndicaux pour des gens qui voulaient être, qui étaient destinés à être délégués du personnel, mais on n'a jamais fait non, ça, on n'a jamais fait ça. Quand le CHSCT s'est créé sur Perrier, il y a dû y avoir une autre dimension. Faut C'est dire quand même que- une instance qui donne pas mal de droits. Le CHSCT, pendant longtemps, hein, il a été un peu mis de côté. Il n'y a que bien plus tard, là, quand il y a eu Gaspard, tout ça, quand il y a des gens qui ont voulu s'en occuper, et ça a été un de mes plus grands regrets, moi, ça. De ne pas avoir suffisamment appuyé à l'époque. Enfin, on l'avait, ce syndicat, ce CHSCT, mais enfin, on ne s'en servait pas comme on aurait dû s'en servir à l'époque. Il y avait une raison. Et, hein? Il y avait une raison. On avait refusé la proportionnelle dans la représentation. Refus la proportionnelle, ça veut dire quoi ça Le CHSCT, hein, si je me souviens bien, au départ, c'était un nombre de représentants dû à l'influence du syndicat, mais sur une zone, c'est ça et donc, obligatoirement, si vous étiez les plus forts, vous deviez avoir plus... Non, bon, Jean avait, parce que c'était lui qui avait initié, à l'époque, la direction voulait imposer dans le CHSCT le même nombre de voilà. participants quel syndicat que ce soit. Et Oui. donc nous on a dit, si c'est comme ça, on prend nos délégués du personnel et on assurera le CHSCT à partir de nos délégués du personnel. Ah, Il y a même un tract qui l'explique, on peut le retrouver de A à Z. Hein. Ouais. Mais là, la direction, elle était en porte-à-faux. Ce n'étaient pas les textes. Mais on a été rarement dans l'illégalité, nous. Hein. Donc, tu parlais de ce CHSCT. Il est vrai qu'à l'époque, on n'envisageait pas tellement dans les entreprises de poser tous les problèmes de la sécurité. On ne voyait pas comment on pouvait avancer pour améliorer les conditions de travail. Or, par les lois ou ces CHSCT, on aurait pu, en s'investissant correctement, faire du bon travail. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs mieux. Mais au début, tous les camarades étaient un peu comme vous. Dans certains endroits, on n'avait pas trop envie ni le temps de le faire. Ouais, mais enfin, il y avait quand même d'autres moyens de le faire. Hein. Moi, je me souviens, ça peut paraître incroyable, ça, mais une fois, on est allé discuter avec la direction des conditions de travail pour obtenir des postes supplémentaires sur les machines. Hein. Et, vous le croirez, ou peut-être difficilement,
on est arrivé à leur faire admettre que dans l'usine, il y avait des salles où les ouvriers, pendant leur temps de pause, pouvaient aller se reposer. Des salles de repos. Et pour couper le rythme du travail à la chaîne, mettre une personne de plus et faire des roulements. Ça, de nouveau, ça avait été là. On n'avait pas eu besoin de CHSCT pour faire ça. Hein. 71. En 71, c'était ça. Et là, ça avait fait gagner je ne sais pas combien de postes de travail sur l'usine. Hein. C'est-à-dire que contrairement à ceux d'aujourd'hui qui suppriment les gens, on avait fait mettre en plus. Parce que, bon, quand vous êtes un empilage, en train d'empiler des bouteilles ou en train d'en mettre sur la chaîne et que vous n'avez pas seulement 5 minutes de repos, ça fait du bien quand même quand il y en a un de plus, qu'on se pousse et qu'il y en a un qui va boire un coup, qui va pisser, qui va... C'était ça, c'était une amélioration des conditions de travail sans CHSCT. C'était par le syndicat et par la négociation. Dans notre dernière rencontre, tu nous as raconté les négociations que vous aviez eues sur les augmentations de salaire en lien avec le pouvoir d'achat. Vous aviez mis en place une règle qui était très, très intelligente. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était un système d'échelle mobile. Hein. Nous, quand on parlait d'échelle mobile, c'est vrai qu'on le récupérait avec un mois de retard, mais c'était quand même, il ne faut pas l'oublier, des périodes où il y avait quand même une inflation en France qui frisait de 12% et même quelquefois plus. Mais chaque fois que les indices de prix variaient de 1%, automatiquement, les salaires augmentaient de 1%. Mais attention, les salaires, la valeur du point, hein, c'est-à-dire que ça se répercutait surtout, c'était pas uniquement... C'était la valeur du point qui augmentait et ça permettait, disons, de sauver les meubles. On savait très bien qu'on perdait un peu, parce que pendant, étant donné que le temps de publier les indices, mais dès que les indices étaient connus, clac, ça s'appliquait automatiquement. Et ça n'empêchait pas quand même que 2 fois par an, il y avait des négociations et qu'on arrivait quand même à obtenir, en plus de l'échelle mobile, des augmentations de salaire. Et puis, autre chose aussi qu'on avait obtenu, c'est qu'on s'était rendu compte que, justement, dans ces périodes d'inflation, d'augmenter tout le temps au pourcentage, ça creusait des écarts hiérarchiques. Alors, on avait fait admettre à la direction, ça n'avait pas été simple, hein, qu'il y avait une augmentation sur 2 qui était hiérarchisée et l'autre en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on calculait s'il devait y avoir, mettons, 2% de la masse salariale, voilà, ça faisait tant pour l'ensemble, divisé par tant de nombre d'heures, et ça venait s'ajouter au salaire. Ça, de nouveau, on avait fait 4, on rigolait pas hein, quand on leur a fait admettre ça. Mais ça, pendant longtemps, alors, ça s'appelait le SNH, hein, salaire non hiérarchisé, ça apparaissait sur la feuille. Alors, il y avait le salaire au pourcentage et le salaire en valeur absolue. Donc, ça fait que l'écart, au lieu de se creuser, l'écart il se maintenait, quoi. Et cette échelle, vous êtes arrivé à la conserver longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe toujours? Non. Depuis que Nestlé est arrivé à... C'est depuis qu'ils ont dénoncé la convention collective. Oui, parce que vous êtes passé d'une entreprise locale et avec un patronat identifié, etc., au grand groupe. Ça a été un grand changement. On avait aussi une particularité, nous, c'est que... Enfin, moi, personnellement, pour ma part, je suis resté pendant 20 ans et je n'ai jamais signé un accord avec Perrier. Alors, on avait réussi à avoir une espèce de livre qu'on appelait les avantages sociaux, où tout ce qu'on avait droit était marqué et qui était appliqué. Et quand on a vu que ça commençait à mal tourner, il s'en rappelle, moi je sais le voir, que c'est lui qui m'avait remplacé là. Et il dit, Jean-Pierre, je pense qu'il serait temps maintenant de signer la convention collective. Parce que de la façon dont ça tourne, on assurera les arrières. Et effectivement, c'est ce qu'ils avaient fait et ils ont signé la convention collective. Voilà. Vous aviez une convention collective pour Perrier et que pour l'entreprise de Perrier? Non, pour le groupe. Pour le groupe. Oui, il y avait Contexte Civil, il y avait Centio, il y avait... Qui c'est qu'il y avait encore? Vichy. Vichy, il y avait... Il y avait Volvic, il y avait... Et donc vous êtes arrivé avec des avantages qu'ils n'avaient pas, eux. Oui, mais ça c'est sûr. Et alors, comment vous avez fait pour les garder? Il faut dire qu'eux aussi se sont battus de leur côté pour les avoir. Pour les avoir. Et puis en plus de ça, ce qui était important pour eux, c'est qu'ils avaient une base. Hein.
À partir du moment que tout ça, il n'avait pas et que nous on l'avait, il n'y a pas de raison que vous le donniez à Perrier et que vous ne le donniez pas à nous. On est dans la même entreprise. Et ça fait que ça fait progresser Contrexéville, ça fait progresser Vichy, ça fait progresser tout le monde. Hein. Tout le monde, on a tiré tout le monde vers le haut. Par rapport aux femmes, est-ce que les femmes avaient les mêmes salaires que les hommes à l'époque? Pareil. Pareil. Donc à travail égal, salaire Travail égal, salaire égal. À poste égal, évidemment, les femmes, elles ne faisaient pas les palettes. Hein. Elles ne chargeaient pas les caisses des wagons. Mais enfin, celles qui étaient à l'empilage, qui étaient ou des soutireuses et tout, si c'est que son homme ou une femme, il n'y avait pas de discrimination. Et les femmes étaient syndiquées aussi dans votre Oui, il y syndicat? en avait pas mal. Elles avaient des avantages par rapport à quand elles avaient le problème de maternité, pour la garde des enfants, quand ils étaient malades, des trucs comme ça. C'était la loi, ça. Oh, pas partout. Quand les enfants étaient malades, on n'avait pas toujours le droit de prendre des jours pour le soigner. Il n'y avait pas quand même... évidemment, les femmes n'étaient pas majoritaires dans l'entreprise. Par contre, au niveau de, vous êtes dit, au niveau de la maladie, on avait fait, dans le cadre de nos accords, bon, vous savez comment ça se passe, quand on est malade, il y a 3 jours de franchise. Hein. Oui. Ouais, ben nous, c'était la direction qui le prenait à sa charge. Hein. Voilà, c'est ça. Et vous l'avez obtenu quand, ça? Tu te rappelles? 86 Oui, ou ça a 7. été- ça a été- 77, 78. Enfin, on y est venu petit à petit. Hein. C'est pas venu comme ça. Oui. Au tout début, il fallait avoir 21 jours de maladie pour que les 3 jours soient payés. Ah oui, je comprends. C'était tout un processus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais enfin, à la fin, on était arrivé quand Zéro. Si tu veux, on pourrait revenir, parce que, en écoutant tout ce travail fait par la section syndicale et les succès, pendant tout ce temps, vos liens avec les structures de la CGT ont toujours été tendus, difficiles, que ce soit avec l'UD, la Confédération, la Fédération. Il n'y a pas eu jamais à un moment donné, comment dirais-je, une amélioration dans vos rapports. On ne peut pas dire qu'ils ont été tellement mauvais non plus. Hein. Ah. Bon, c'est vrai qu'on ne souscrivait pas à tout, ça c'est certain, mais on avait notre particularité et on souhaitait la garder. Voilà, c'est tout. Et que ce soit avec la fédération ou l'union départementale, on avait d'excellents rapports avec Grévoux, avec tous les, même avec Gueissot, avec tout le monde, mais nous on ne voulait pas, on voulait rester. On voulait rester périllé en quelque sorte. Hein. Oui, alors on a dû vous taxer de corporatistes ou des noms d'oiseaux comme ça, non? Si c'était que le corporatiste, ce serait pas grave. Hein. Ben allez, dis-nous-le. On a été taxé de gauchiste même. Hein. Gauchiste. Oh. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on l'était. Hein. On était un peu anarchiste sur les morts peut-être aussi. Hein. Voilà, un peu anarchique. Je me demandais si vous n'aviez pas inventé l'autogestion avant, mais voilà. Non, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. On n'était pas en dehors des statuts quand même. Ah, Hein? On n'était pas en dehors des statuts. Ah, c'est non, ça non. qui est bien. Ça, c'est vrai qu'on a toujours payé régulièrement nos termes, nos cotisations, tout, on n'a pas eu aucun problème. On participait au congrès. Moi, je vous l'ai dit, mais j'ai participé au congrès, j'ai représenté mon syndicat quand Georges Sigui a été remplacé par Benoît Frachon en inter. Hein. Donc, on y allait au congrès, on allait au congrès de l'UDN, on allait au congrès des IVL, on allait au congrès. Vous n'étiez pas des brebis galeuses alors? Ah non, non, non. Ah, bon. Et je ne pense pas que si vous avez eu des discussions avec des gens qui ont été à l'union départementale ou autre, ils puissent vous dire Non, mais autre je chose me- que ça. Hein. Non, mais il n'y a aucune de ma part, juste je pose la question, parce que comme j'ai vu qu'il y avait quelques difficultés. Non, mais c'est vrai qu'on était un peu des marginaux dans Voilà, d'accord. la CGT. Ça, C'est un beau syndicat, un beau syndicat qui fonctionnait bien, mais qui était indépendant. Voilà, c'était. Qui était indépendant sans l'être quand même. Non, mais quand je dis indépendant, Oui. je suis venu à vos réunions. Hein, vous m'avez invité à des réunions c'est bien. dans des contextes particuliers, mais je veux dire, bah, ça se passait. Quoi. On était Bah. un syndicat. C'est Pas une lié section. au fait que c'était un site unique On aussi. était un l'usine. syndicat, pas Il y une avait section. une seule usine, Pirier aussi. C'est Oui. un site unique, Non. peut-être ça aussi, ça Non, peut non, favoriser. quel groupe, hein. D'un groupe.
D'ailleurs, quand, je vais vous dire une chose, quand vous, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais quand vous avez des Delon qui est dans un syndicat, parce que Delon, quand au début, il était à la CFDT, Delon. Oui, j'ai connu, oui. René, quand il est rentré à Perrier, il était à la CFDT, lui. Oui. Puis quand il a vu comment ça se passait, il ne s'est pas trompé de camp. Hein. Mais lui, c'était un type, il était intransigeant, hein. Aussi bien avec lui-même qu'avec les autres. Hein. Et il militait à l'UD au prud'homme. Ouais. Je veux dire, ça a été un militant. Et au MRAP aussi. Non, mais à l'UD en tant qu'organisme, il y a passé sa vie. Hein. Et là-dessus. C'était un bon homme, lui, attention, qu'il nous remettait sur le bon chemin aussi. Hein. Il était un peu un ancien PSU. Hein. Par contre, vos liens avec la verrerie, puisque Perrier, la verrerie, quand on parle de Perrier, on parle de la verrerie, quel lien vous aviez avec le syndicat de la verrerie? On a eu des liens un peu au début. Il faut dire que quand la verrerie s'est construite, les premiers qui se sont occupés du statut des ouvriers, c'est nous. D'ailleurs, on est allé en Allemagne, c'est-à-dire que quand la verrerie s'est montée, le syndicat était déjà monté. Le syndicat s'est monté avant la verrerie. Alors, on avait eu la chance d'avoir quand même quelques militants qui avaient milité et qui avaient accepté, qui avaient demandé d'être mutés à la verrerie, comme Blanc, Galas, tout ça, il y était quelques-uns. Donc, je veux dire, il y avait déjà un noyau militant. Seulement, le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même profession. Non. Et eux, ils se sont davantage orientés vers leur profession d'origine, c'est-à-dire verrier, que Perrier. Alors là c'est vrai que ça fait une cassure, ça, parce qu'on n'était pas dans les mêmes... Quel est ton meilleur souvenir de dirigeant ou de militant CGTiste? Ça va être difficile. Alors, mon meilleur souvenir, c'est quand à Paris, le chambre mixte de la Cour de cassation a donné tort au patron de Perrier en disant qu'il n'avait pas le droit de foutre à la porte des gens qui étaient élus dans un syndicat. À quelle année? C'était en 1976. Ça a été mon meilleur souvenir. Et un de mes meilleurs souvenirs, ça a été aussi la première fois que j'ai été licencié. Ah oui. Et que je suis rentré sur les épaules de mes camarades. Oui, tu l'as dit. Ça a été mon souvenir aussi. Pour avoir traité le chef du personnel, d'avoir accusé le chef du personnel d'employer des méthodes nazies. Et c'était des méthodes nazies parce que il avait voulu foutre un gars qui était délégué du personnel de la CGT, entre parenthèses, c'était un peu un type qui était un peu qui est un peu entre les deux mains, enfin bref. Nous, son passé, on s'en foutait pas mal, à partir du moment où il était délégué, et c'était un gars, il avait tiré un tas de petits trucs sur sa vie privée, ils en avaient fait un tout. Et ça, selon eux, ça représentait un photographe qui méritait son licenciement. En dehors de son travail à l'usine, en dehors de son travail. Ça n'avait rien à voir. Non, ça n'avait rien à voir. Alors, moi j'étais secrétaire du comité d'entreprise, bon, dans la discussion, le ton a monté, mais c'est pas pensable, avec pendant un tas de petites choses de l'extérieur pour en faire une faute professionnelle, pour motiver le licenciement d'un délégué, et vous employez des méthodes nazies. Comment ton épouse a-t-elle vécu ton engagement syndical? Alors on va t'écouter, mais peut-être qu'on l'écoutera elle aussi. Toi d'abord. Moi, je pense qu'elle n'avait pas le choix, vraiment. Voilà un propos honnête. Hein. Voilà un propos honnête. Exactement. Elle n'a pas eu le choix, hein. D'ailleurs, si elle s'était mise en travers, je ne sais pas si je n'aurais pas quitté. Bon, c'est la démocratie à la maison. Non, mais franchement, il a fallu qu'il ait une grande patience. Oui, On ne t'a pas posé une question encore, peut-être, hein, sur Perrier, quand même, était réputé pour la solidarité de classe. Ah oui, parce que ça, c'était un de vos... C'était quand même ce qui faisait le distinguo par rapport à beaucoup d'autres. Et tu pourrais nous en parler, peut-être comment vous cultiviez cet aspect, parce que on pourrait croire à écouter que vous étiez corporatiste, au contraire, vous étiez ouvert sur le monde et sur la lutte. Hein.
si vous saviez toutes les entreprises, les petites entreprises, dès qu'il y avait une difficulté, on y était. Hein. Que ce soit le 30 Express, que ce soit le Sigma Guégui, on parrainait même l'éminence des Margas, le Cantou à Montpellier, partout il y avait des problèmes, des gens qui avaient des problèmes, les collectes qu'on a fait, ça la Socar, la Socar, les papiers. La Socar, tout ça. Les Colins, les 82. Les éboueurs de Nîmes, oui. Chaque fois qu'il y avait une entreprise qui avait des difficultés, on essayait quand même d'apporter notre soutien, de faire quelque chose. Hein. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait le soutien de l'organisation financière, mais je veux dire, vous arriviez nombreux. Ça veut dire qu'il y avait un vrai travail de fond qui était fait sur ces questions-là. Oui, ça c'est sûr. Puis vous les aidiez pas un peu à bloquer, là, chez Éminence, les portes, là, enfin, je me posais la question, vous avez parti d'une méthode, à une époque, non? C'était que des dames. La première fois qu'on a eu le directeur des finances, c'était encore, il n'y avait pas encore le grand magasin là. C'était dans l'ancien vestiaire du stade là, des Margas. Il y avait donné ça comme local syndical. L'ancien stade, hein, des Margas. Non, on était allé les voir et le directeur était venu dans le local et nous on y était. Hein, et il voulait nous faire partir. Et ça avait bandé cette fois, hein. C'était pas une bonne idée. Il a dit, si c'est le local syndical, il dit, c'est le moment là ici. Hein. Il dit, c'est le syndicat qui nous reçoit, c'est pas vous. Vous êtes plus chez vous là. Vous êtes dans le local syndical. Oui, vous êtes dans le local syndical, le syndicat pour recevoir qui veut, hein, à partir du moment qu'il est chez lui. Vous avez parti des droits syndicaux. Ah oui, oui. Voilà. Encore, faut-il les faire respecter. Hein. Donc la question, c'était la femme du militant, comment elle a vécu ça? Oui, ben, elle a vécu avec beaucoup souvent de gens qui venaient à la maison, demander des conseils, etc. Tout ça. Puis lui, il avait, parce que j'ai toujours pensé qu'il ne serait jamais resté à la source Perrier s'il ne s'était pas occupé du syndicat. Ça, c'est sûr. Parce que c'était pas un homme pour travailler dans une usine, être enfermé, etc. et tout ça. Alors bon, eh bien, il avait sa vie au syndicat, qui partait des fois sous la pluie en mobilette et qui revenait dans la nuit. Puis il y avait quand même 2 enfants à la maison, il fallait s'occuper. On n'avait pas beaucoup d'argent, alors il fallait tirer un peu le diable par la queue tous les mois. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais compris, parce qu'il n'a jamais su s'il y avait un sou à la maison. Mais sinon, le temps a passé, les enfants étaient très contents. Moi, je travaillais à la poste d'abord comme auxiliaire, hein, parce qu'il fallait, vous savez, à la source Perrier, on ne gagnait pas des 100 et des 1000. Hein. Et il fallait quand même, bon, on n'est que 2 enfants qui après ont fait des études et tout ça, il fallait quand même être obligé de rester là. Moi aussi, des fois, je pensais que j'aurais été mieux ailleurs, mais enfin, bon, c'était... Je n'ai pas passé de concours exprès pour ni partir à Montpellier, ni à Nîmes, ni à Paris. D'abord à Paris, puis à Montpellier ou à Nîmes pour rester à la maison. Parce que le père n'aurait pas pu s'en occuper. C'est pas possible. Il n'y avait pas ni de grand-père, ni de grand-mère pour ça. Alors, ma foi, bon, pas avoir de regrets. Ah, derrière le militant, il cherchait la femme souvent. Hein. Et la militante. Et la militante. Aujourd'hui, pour toi, quel est le fléau majeur de notre société? Le Front National. À mon avis, c'est le Front National. Le Front National, et malheureusement, la social-démocratie, elle ne pourra pas lutter longtemps contre eux. C'est ce qui me fait le plus peur, moi. Plus que la société capitaliste. Ah oui, c'est la société capitaliste. Oui. Et le Front National, c'est plus encore que la société capitaliste. C'est réellement les gens qui avancent masqués, ça. Alors, ce qui est le plus regrettable, c'est qu'ils risquent de tromper leur monde, là, moi. Moi, j'habite un pays, Martial, c'était le premier village du Languedoc, aux dernières élections cantonales, là, il y avait un socialiste, il y a un gars du Front National, le Front National est arrivé en tête.
dans un village comme Marcial, avec des rues Benoît Malon, des rues Forêt, des rues Robespierre, des rues de la Révolution et des rues. Alors ça me fait mal, moi. Donc quand je dis que c'est ce qui actuellement me fait le plus peur, c'est bien ça. Et est-ce que tu n'y vois pas un lien avec ce qui s'est passé en Allemagne, avec la montée du chômage qui était importante et Hitler a profité de cela? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un moment où le chômage pourrit tout? La montée de l'Italie, mais elle est liée à autre chose aussi. Hein. Elle n'est pas liée à un chômage, de l'hystérisme. Elle est liée à l'antisémitisme, elle est liée à tout ce qu'on veut. Hein. C'est pour ça que le racisme, c'est encore plus un fléau. Donc, c'est pour ça que je dis que le Front National, c'est pas parce qu'elle a une jolie gueule et des cheveux blonds qu'elle est moins dangereuse que son père. Hein. Je ne sais pas même si elle n'est pas pire. Je veux dire que le racisme, c'est pour le rejet de l'autre. Hein. Mais enfin, c'est pas pareil quand même. Hein. Les Italiens, les Espagnols, c'était quand même des gens qui étaient plus européens. Là, c'est étant donné que c'est des. Puis quand même, on n'avait pas fait la guerre en Italie comme on a fait la guerre en Algérie. Hein. Non. Parce qu'en Algérie, je sais, moi je le sais, j'ai ma carte d'ancien combattant. Je sais ce qui s'est passé, moi. D'ailleurs, ici, quand je suis allé par force. Hein. Et les gendarmes qui sont venus me chercher à ma maison. Hein. Et si mon père n'avait pas été malade, mais je crois qu'il ne serait pas allé du tout. Et moi, ce que j'ai vu là-bas, hein, moi j'ai vu une fois des collègues qui avaient été, comme moi, on était une opération de traverser la frontière d'Algérie pour rentrer en Tunisie qui venait d'être indépendant. Soit disant qu'il y avait des troupes. Et on était en haut d'une colline et il y avait un pauvre bougre qui courait dans un pré et tout le monde y a tiré dessus. Et finalement, à un moment donné, il s'est pris une balle et c'était un pauvre paysan qui avait peur de voir des soldats et qu'ils avaient tué. Et c'était des types qui avaient été rappelés comme moi, qui avaient tiré dessus. Bon, c'est pas étonnant qu'après en France, il y en ait du racisme. Hein. Et ça, en plus de ça, c'est entretenu. Essayons de finir sur une note plus optimiste. Alors, est-ce qu'on va enfin arriver à vivre mieux dans ce pays? Mais écoute, ça dépendra de la mobilisation des gens, hein, c'est toujours pareil. Ça. Oui, bien sûr. Si les gens acceptent de subir, on sera encore plus malheureux. Hein. Par rapport à notre situation, toi de la CGT, tu la verrais comment pour qu'on puisse avoir une CGT offensive et qu'on gagne, puisque là on vient d'avoir un mouvement sur les retraites et malheureusement on n'a pas gagné. Et toi, ton expérience où vous avez pu avoir des gains... Si j'avais la solution, je te la donnerais, mais je ne l'ai pas. Hein. Moi je te dis lutter encore. Hein. Ça c'est le choix. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Et il y a Calais et Gomorte là-bas, vous regardez sur la table ce que vous avez marqué, c'est malheureux. Résister. Hein. Oui, voilà. C'est pareil.